Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est important d'ailleurs, de mettre l'écologie et l'énergie dans le même ministère. Ségolène Royal, on va parler d'EDF. Nouvelle hausse imposée par la justice. Le Conseil d'État vous demande de prendre un nouvel arrêté pour augmenter rétroactivement les prix. Cet arrêté doit être pris avant 2 mois. Il sera pris quand ? Avant 2 mois, comme vous venez de le dire. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Quand ? Et alors, quelle hausse ? Combien ? Alors, ça va permettre d'y voir clair. Oui. Car trouvez-vous normal que lorsqu'un gouvernement décide pour protéger les consommateurs de limiter la hausse de l'énergie, que la plus haute juridiction dise non, il faut que l'énergie soit plus chère à cause des textes sur lesquels cette haute juridiction s'appuie. Donc ce que je veux comprendre, c'est pourquoi il y a un tel écart entre les critères qui sont donnés pour fixer le prix de l'énergie et la volonté politique qui, elle, doit l'emporter pour arrêter une politique énergétique. Donc elle l'emportera, la volonté politique. La volonté politique doit l'emporter. Sinon, à quoi servent les ministres ? À quoi sert un gouvernement ? C'est bien pour faire en sorte que, d'abord, il y ait du bon sens, il y ait de la justice et il y ait de la protection des consommateurs à un moment où le pouvoir d'achat est... Alors, qu'allez-vous faire ? Puisque la volonté politique doit l'emporter. Actuellement, je suis en train de comprendre les mécanismes complexes de fixation du prix de l'énergie. Ensuite, nous en discuterons avec le ministre de l'économie, parce que nous sommes 2 ministres compétents, et nous irons demander un arbitrage au Premier ministre, parce que ce sont des sujets considérables, ce sont des sujets majeurs. Vous entendez, c'est 28 millions de Français sont concernés par ce rattrapage. Ça veut dire que la hausse, il n'y aura peut-être pas de hausse. Malgré la recommandation du Conseil d'État. Nous allons regarder, car il faut rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent que ce tarif est celui de 2012. Oui. C'est une décision de 2012. Oui, nous sommes déjà en 2014 et là c'est un rattrapage. Entre août 2012 et août 2013, le gouvernement a volontairement modéré la hausse du prix de l'électricité. C'est ce que vous reproche le Conseil d'État et vous demande donc d'augmenter pour compenser. Vous dites non. Alors, il y a 2 façons de procéder pour que les gens ne payent pas plus. C'est ça l'objectif. Évidemment. C'est que les gens ne payent pas plus. Évidemment. D'abord, c'est de faire des économies d'énergie. Oui. Donc, il faut voir tous les opérateurs qui sont concernés pour voir comment faire des économies d'énergie. Parce que si on permet à ceux qui payent les factures, à nous tous, donc aux 28 millions de Français, de rattraper ces 20 entre 40 euros par des économies d'énergie ou par un calcul meilleur augmentation du coût de 20 de l'énergie, à 40 euros, à ce moment-là, on pourra compenser et faire en sorte que la situation soit neutre, qu'il n'y ait pas de hausse. Je ne souhaite pas qu'il y ait une hausse du prix de l'énergie au moment où les Français sont en difficulté. Donc il n'y aura pas de hausse de l'électricité. Je souhaite qu'il n'y ait pas de hausse d'électricité actuellement. Avant le mois d'août. Que la décision politique de 2012 soit appliquée, mais en respect des règles, puisque le Conseil d'État il a décidé en respect des règles. Attendez, pour que ça soit très clair, il n'y aura pas de hausse de l'électricité avant le mois d'août. Je suis en train de vous dire que dans les 2 mois, là, j'ai 2 mois. Oui, donc vous avez 2 mois. J'ai 2 mois. Vous savez, moi, sur les principes... Dans les 2 mois, il n'y aura pas de hausse. Jean-Jacques Bourdin, mes principes de travail, c'est d'analyser les choses, de maîtriser la totalité des données, qu'on ne me dise pas c'est comme ça et il n'y a rien à changer. Parce qu'entendent souvent les responsables politiques, et moi je suis une responsable politique comme tout ce gouvernement, à qui on ne dit pas c'est comme ça, il n'y a rien à changer, vous n'avez pas le choix. La politique, gouverner, c'est choisir. Je considère que là, il y a un problème majeur qui est posé, qui est celui du coût de l'énergie, qui est celui de la protection des consommateurs, qui est celui de la parole donnée d'un gouvernement en 2012. Mon souci, c'est que cette parole du gouvernement soit respectée et que lorsque les Français vont payer leurs factures cette année en 2014, il n'y ait pas de coûts supplémentaires par rapport à ce qui avait été promis. Et donc, je vais trouver une solution. C'est ça l'ingéniosité politique. Vous allez trouver une solution pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. Je vais trouver une solution de bon sens, concrète, conforme aux textes et aux règles, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation sur cette période entre aujourd'hui et le mois d'août. Et le mois d'août. Parce que le mois d'août, il y a une augmentation de 5% qui est prévue. Voilà.
Au mois d'août prochain. Déjà, ça suffit. Oui. Voilà. Oui. Et par ailleurs, oui. Puisque j'ai la responsabilité de préparer la loi sur la transition énergétique, je vais vous en parler, tiens. Nous pourrons, dans le cadre de cette loi aussi, changer les modes de calcul du coût de la hausse du coût de l'énergie et voir exactement pourquoi et comment sont élaborés ces indices de la hausse du coût de l'énergie, et ça en toute transparence. Alors ça, c'est très intéressant. Et pas seulement par les producteurs d'énergie. J'ai compris. Vous voyez, c'est pas les producteurs d'énergie tout seuls. C'est pas EDF qui va changer la loi. Exactement, qui va dire à tous les Français, voilà, c'est la fatalité, parce qu'on a conditionné les Français en leur disant, voilà, c'est la fatalité, c'est obligatoire, le prix de l'énergie va augmenter. Or, c'est absurde de dire une chose pareille. Pourquoi ? Parce que c'est à nous de maîtriser le prix de l'énergie en faisant monter en puissance les énergies renouvelables. Et en plus, les énergies qui ne polluent pas et qui ne provoquent pas de réchauffement planétaire. Donc moi, je n'accepte pas cette fatalité selon laquelle, circuler, il n'y a rien à voir. L'énergie, le prix de l'énergie va obligatoirement augmenter. Si l'on ne remet pas en cause cette espèce de dogme, à ce moment-là, on ne remettra jamais en cause nos comportements. Et c'est bien en disant que non, si on s'y prend autrement, si on économise l'énergie, si on fait monter en puissance les énergies renouvelables, si on fait la transparence sur le coût de l'énergie, si on met du dialogue démocratique pour que les citoyens comprennent ce qu'ils payent et ce qu'ils vont payer, à ce moment-là, je suis absolument convaincu que nous pouvons maîtriser le coût de l'énergie. Alors, Ségolène Royal, projet de loi sur la transition énergétique, présenté quand, ce projet de loi ? Le plus vite possible. Il reste un gros travail. Non, il y a du retard, disons les choses très clairement. Donc là, j'accélère les choses. C'est ma responsabilité. C'est d'accélérer les choses pour qu'elles changent concrètement. Il passera sans doute, il faut qu'il soit terminé avril-mai et qu'il passe au Conseil d'État, donc au Conseil économique et social et environnemental, et ensuite sur le bureau des assemblées, sans doute en juillet. En juillet, ça paraît long, des assemblées. C'est très très court, parce que ça veut dire un passage en Conseil des ministres en mai. Le prix de l'énergie sera contenu, si j'ai bien compris, dans ce projet de loi. Bien, il y aura aussi la réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la consommation d'électricité. Ça sera inscrit dans la loi. Oui. Bien. Fermeture de Fessenheim avant la fin du quinquennat. Tout ça, ça sera dans la loi. Ça sera respecté, en tout cas. Ça sera respecté. On mettra dans la loi ce qui est vraiment législatif. Renouvellement du parc nucléaire français aussi. Est-ce que vous allez construire de nouvelles centrales ? Il y aura le débat. Oui. C'est pas l'objectif de construire de nouvelles centrales. Pour remplacer les anciennes. On verra. Là, je vais pas répondre de but en blanc et de façon schématique sur des sujets qui sont extrêmement sensibles, qui engagent, il faut lutter contre le réchauffement climatique, qui engagent des milliers d'emplois et des technologies très avancées dans notre pays. La France peut être fière de tous ces ingénieurs, de toutes ces technologies de l'électricité. C'est quelque chose de formidable. Et en même temps, le choix il doit être politique. Et le choix politique qui a été fait par le président lutte contre le réchauffement climatique. Oui, le nucléaire n'est pas une énergie fossile, c'est-à-dire une énergie extraite du sous-sol. Je dis cela parce qu'on parle avec tellement de mots techniques maintenant dans l'environnement, et moi je considère que si tous les citoyens comprennent ce qui se passe dans l'environnement, ils vont tous se mettre en mouvement, et c'est ça qui nous fera réussir. Vous voyez, c'est si chacun d'entre nous comprend les enjeux et fait évoluer ses comportements, c'est comme ça qu'on réussira à protéger la planète, tout en gagnant sur le plan de la santé publique et sur le plan du bien-être. Mais tout le monde va être d'accord avec vous, c'est une formidable révolution. Vous savez, c'est très rare quand il y a un sujet politique qui fait l'alliance entre des problèmes concrets immédiats, facture d'électricité, lutte contre la pollution, propreté de l'eau, santé, etc., et les sujets planétaires. Donc chacun d'entre nous peut être citoyen du monde en améliorant sa situation. Vous ne condamnez pas le nucléaire, évidemment. Vous ne condamnez pas le nucléaire, évidemment. Le nucléaire, encore une fois, est une énergie propre. Je n'irai pas jusque-là, puisque nous avons... du recyclage. Le problème des déchets nucléaires, qui est un vrai problème. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit une énergie propre, mais c'est une énergie performante. Et c'est une énergie qui n'est pas une énergie fossile, donc qui ne contribue pas à l'effet de serre.
J'avais comme invité la semaine dernière sur RMC votre secrétaire d'État au transport, Monsieur Cuvillier, qui me disait à propos de l'écotaxe, bien oui, pour financer les travaux d'infrastructure, sera mise en place une contribution que paieraient ceux qui utilisent économiquement la route. Vous confirmez? On va voir. Ah. Comment ça va se faire? C'est ce qu'il m'a dit, lui. Oui, mais... Oui, voilà. non, mais d'accord, mais... Je vais vous dire une chose, je ne veux pas que l'écologie soit punitive. Non, voilà, non, elle est punitive. Un impôt, c'est prévu comme... L'écologie, la protection de l'environnement, ça doit être toujours du positif. Alors ceux qui rouleront, je viens de vous expliquer pourquoi. Bon, alors un transporteur étranger qui roule sur les routes françaises, je ne parle pas des autoroutes parce qu'il paye, qui roule sur les routes françaises, paiera-t-il une taxe ou une contribution à cette circulation-là? Je vais vous répondre sur 2 points très concrets. Allez-y. Très concrets. Allez-y. Ce serait tout à fait légitime qu'un camion étranger qui traverse tout le pays contribue et paye pour l'entretien des routes qu'il utilise. Ben oui. Est-ce que l'écotaxe permet cela? Non, aujourd'hui telle qu'elle est conçue, puisque l'écotaxe fait payer à la fois les camions français et les camions étrangers, et même davantage les camions français, puisque les camions étrangers qui font leur plein en Belgique, qui traversent toute la France, vu la densité, le volume aujourd'hui des réservoirs, qui se retrouvent en Espagne et qui refont le plein en Espagne, ne payent pas donc la fameuse TIPP, la taxe sur les produits pétroliers. Donc vous avez aujourd'hui des camions français qui payent déjà la TIPP sur le prix de l'essence, la taxe sur les produits pétroliers qui sert à entretenir les routes, et vous avez des camions étrangers qui traversent toute la France et qui ne payent rien parce qu'ils n'achètent pas l'essence en France, ils se débrouillent pour ne pas payer la TIPP et en plus pour ne pas prendre les autoroutes. Vous savez, entre Poitiers et Bordeaux, sur la Nationale 10, c'est effrayant. Vous avez les camions à touche, on dirait des... Mais est-ce qu'ils vont payer ces camions-là? Alors, il faudrait que ces camions-là payent. Vous les ferez payer? Et seulement ceux-là. Donc, ce que je cherche aujourd'hui, et le plus rapidement possible, c'est un système qui va faire payer les camions étrangers, parce que les camions français payent déjà. Les camions étrangers, ils paieront. Il faut trouver un système. Mais si tout le monde passe sous les portiques, tout le monde paye. Et le système est d'autant plus absurde aujourd'hui, c'est que on a imaginé, pour ne pas fâcher les camions, de répercuter l'éventuelle future écotaxe sur les producteurs. Je rencontre l'autre jour un producteur de pommes et de salades, donc il charge ses pommes et ses salades sur son camion. Il n'y a pas beaucoup de marge, il fait pas beaucoup de bénéfices, le producteur. Eh bien, avec le nouveau système tel qu'il a été imaginé, il paye. C'est lui qui va payer l'écotaxe. Donc c'est pas le camion. Mais je sais. Eh ben alors on n'atteint pas l'objectif, puisque ce qu'il faut, c'est que ce soit les camions qui payent l'entretien. Donc les camions étrangers paieront une contribution. Si on trouve le système, et je vais vous dire une piste, sans anticiper les choses, c'est que dans certains pays, pour que ce soit les camions étrangers qui payent, je le répète, parce que les camions français payent déjà parce qu'ils prennent l'essence en France, d'abord, il faut voir de quel système on peut utiliser pour obliger les camions étrangers à prendre les autoroutes, donc à payer l'autoroute, plutôt qu'à encombrer les routes. Et en payant l'autoroute, à ce moment-là, on pourra donc prélever une partie de ce que le camion qui est forcé d'obliger l'autoroute, ça va augmenter le chiffre d'affaires des autoroutes. Donc regardons. Donc une sorte de taxe sur les sociétés d'autoroutes. C'est une piste, et que les Français qui nous écoutent comprennent que la politique, c'est de chercher des pistes de bon sens et qui atteignent leur objectif. Par exemple, j'observe que les autoroutes qui ont été privatisées en dessous de leur prix par le gouvernement Villepin, aujourd'hui font 8,5 milliards de chiffre d'affaires et dégagent 2 milliards de bénéfices. Donc vous allez taxer ces bénéfices? J'observe pour l'instant. Je n'annonce pas, moi je ne suis pas... vous observez, mais enfin vous réfléchissez à ça. Et voilà, je réfléchis à ça. À une taxe sur les autoroutes? Non, je réfléchis... Sur les profits des sociétés d'autoroutes? À la face... Non, parce que je ne veux pas non plus déstabiliser des entreprises qui ont leur logique d'entreprise, mais moi j'ai la responsabilité de la logique de l'intérêt général, et à partir du moment où les autoroutes ont été privatisées en dessous de leur prix, en dessous de leur valeur, et qu'aujourd'hui elles font des bénéfices, tant mieux.
et que si demain on oblige les camions à prendre les autoroutes, il y a peut-être une légitimité pour faire en sorte que dans une bonne allocation optimale des ressources, les profits tirés du passage des camions sur les autoroutes puissent servir à entretenir les routes. Bon, obliger les camions étrangers à prendre l'autoroute. Voilà. Et deuxième piste, très vite, deuxième piste, certains pays donc ont créé, au lieu de créer une écotaxe pour tout le monde, avec des portiques qui coûtent au passage très cher, c'est 300 millions d'euros, rien que le coût du portique. L'État n'a toujours pas payé, la société Ecomove. Non mais attendez, il faut débourser 300 millions avant même d'avoir le retour sur l'écotaxe. Il y a quand même un problème là-dessus. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête du Sénat. J'espère qu'on fera toute la clarté sur quand même ce système très étrange. Donc, un autre système de certains pays, c'est de faire payer une vignette aux camions étrangers à la frontière. Et comme ça, on est sûr de faire payer que les camions étrangers. Donc, il n'y a pas de distorsion de concurrence avec les transporteurs. On va instaurer une vignette à la frontière. Et ça évite en Suisse. Exactement. Et un système où il n'y a pas besoin de portique et donc qui ne coûte rien, puisqu'il n'y a pas le prélèvement des 300 millions. Donc on récupère 300 millions pour faire les travaux sur les routes et sur les trains. Une vignette à l'entrée. Vous voyez qu'il y a des pistes bien sûr, quand on regarde avec un peu de bon sens. Est-ce que les taxes sur le diesel vont rester au même niveau en France? Je ne vais pas faire la liste des... Non, mais moi je fais la liste, moi. Je fais la liste parce que ça intéresse. Il faut simplifier cette liste. Il y a au moins 8 ou 9 dispositifs. Le diesel... Attendez. Le diesel. Il n'y aura pas d'alignement des taxes diesel-essence. C'est comme le reste, tant que vous serez ministre. Bourdin. C'est comme le reste. Oui. Moi, j'ai la responsabilité de décider avec pertinence, en ayant l'ensemble des éléments du problème et en étant capable d'expliquer en toute transparence. Pour l'instant, vous n'avez pas décidé sur le diesel. Revenons-en. Toujours au principe, qu'est-ce que c'est le diesel? C'est vrai que c'est les émanations de diesel polluent et sont un problème pour la santé publique. Maintenant, ce qui est très important aussi, dans une logique de technique d'environnement positive, c'est de ne pas donner aux citoyens qui ont acheté des voitures diesel et qui ont été encouragés pour cela et qui n'ont pas les moyens pour du jour au lendemain de changer de voiture, soyons quand même, il y a là aussi un petit peu de bon sens et soyons réalistes. On ne va pas leur taper sur la tête en leur disant vous avez eu tort, on vous a vendu des voitures diesel en vous disant que ça coûtait moins cher, et puis aujourd'hui faire le contraire et leur dire non, vous allez taxer. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte, comme le font, et ça en coordination avec les autres pays européens, là aussi pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, petit à petit, en terminer avec les voitures diesel au fur et à mesure. Donc mais avouez que c'est aberrant, parce qu'on continue à en fabriquer et on parle de les taxer. Alors qu'il faut développer la voiture électrique non polluante, les voitures faiblement consommatrices d'énergie, et là, c'est là qu'on voit la logique de la croissance verte, c'est que on peut, avec des innovations technologiques créatrices d'emplois, régler à la fois les problèmes d'environnement, les problèmes de santé publique et les problèmes de création d'activités et d'emplois. J'ai compris que c'était votre objectif. Mia Électrique, liquidé le 12 mars, toujours pas de repreneur? C'est en cours. J'ai bon espoir. Vous avez bon espoir? Il y a plusieurs projets. Ah bon? Oui. Bon, le gaz de schiste, vous avez dit on ne doit jamais fermer la porte à des perspectives de recherche. Est-ce que vous dites encore non à toute exploration? Oui, non à toute exploration dans l'état actuel des connaissances. Pourquoi? Parce que c'est polluant. Vous savez, ça consiste, là aussi, pour que les auditeurs nous comprennent, à faire des explosions souterraines avec des fuites de gaz méthane et on ne maîtrise pas les conséquences de ces mécaniques-là. Donc il ne faudrait pas qu'une espèce de course effrénée à une pseudo-énergie fossile, soi-disant bon marché, conduise à une destruction dramatique du sous-sol et peut-être des pollutions de nappes phréatiques qui contiennent l'eau, et donc l'eau potable, ou l'eau qui va servir à arroser l'agriculture et donc ensuite être consommée par les gens. Vous voyez, c'est un cycle, la protection de la nature. On ne fait pas indifféremment parce que certaines entreprises ont une espèce de course au profit hystérique, cherchent polluer un sous-sol, alors que la vie humaine est liée dans un dispositif circulaire entre tout ce qui se passe. Tous les prédateurs des ressources naturelles qui le font sans règle portent atteinte à la santé publique et à l'avenir de la planète. Donc on ne peut pas laisser faire n'importe quoi dans des logiques financières de rentabilité à court terme. Bien, l'orthodoxie monétaire, je me souviens,
vous appeliez ce qui se passe, les recommandations de Bruxelles, c'est de l'orthodoxie monétaire. Vous vouliez qu'on remette en cause cette orthodoxie monétaire. Bon, mais les 3%, là, on va être obligé d'y passer. J'ai entendu le Premier ministre. Hein. Oui. Bah, oui, pas de délai. Bruxelles ne nous accorde absolument aucun délai, vous confirmez, hein? Oui. Aucun délai. Bon, aucun délai. Je me souviens de votre proposition, il faudrait créer un ministère commun franco-allemand, un ministère de l'économie et des finances. Vous êtes toujours sur cette proposition? Prémonitoire. Oui, oui. Vous êtes toujours sur cette proposition? Oui, bien sûr, mais d'ailleurs c'est un peu ce qui se fait sans que ça soit structurellement installé, puisqu'il y a une vraie volonté du couple franco-allemand dans le domaine économique et financier, mais aussi dans le domaine d'ailleurs de l'environnement et de l'écologie. Moi, j'ai parlé d'ailleurs longuement au ministre de l'énergie allemand pour qu'on puisse arriver avec des positions communes et puis entraîner toute l'Europe. Par exemple, les Allemands sont très en avance sur la performance énergétique des bâtiments. Ils ont dit non au nucléaire, les Allemands. Oui, mais justement, mais peu importe, mais ça fait une variété, une complémentarité des choix. Mais là, vous voyez, ils ont décéléré le recours au charbon, donc il faut un effort considérable. Et nous, les Français, nous sommes en avance sur toutes les technologies des industries et des énergies vertes. Donc, ce qui est évident, c'est que si on met en commun nos laboratoires de recherche, par exemple, pourquoi il n'y aurait pas une petite voiture franco-allemande électrique bon marché qui pourra ensuite conquérir le monde, puisque ce sont des enjeux considérables. Donc les 3%, pas de délai, nous a dit Bruxelles. Alors on fait comment? On fait des économies. Hein. On fait des économies et surtout, on relance l'activité économique. Parce qu'il y a deux façons de limiter un déficit. C'est de relancer l'activité économique, puisqu'à ce moment-là, ça fait des rentrées de ressources publiques. Oui. Et c'est de faire des économies. Pas d'économies sur l'environnement et l'écologie, dans tous les cas. Hein. Ségolène Royal. Je contribuerai comme les autres à l'effort d'économie, bien sûr. Mais vous allez défendre ardemment votre ministère et votre secteur, ça j'en suis sûr. D'autant que c'est une priorité présidentielle et gouvernementale. Donc, vous allez le rappeler au président de la République. Bien sûr, mais je crois qu'il en est convaincu. Oui. Mais je contribuerai comme les autres à cet effort, avec cette idée quand même formidable, c'est que ce secteur de la croissance verte et des industries vertes est potentiellement créateur de beaucoup de développement durable et de croissance. Donc si on donne les moyens, si on donne la confiance aux entreprises, et moi je leur dis aux entreprises, je dis la croissance est là, la croissance va repartir. J'en suis convaincu. Et donc, investissez pour pouvoir anticiper cette reprise de croissance et pour ne investissez dans l'environnement, vous dites. Et notamment dans les économies d'énergie. Alors, justement, Ségolène Royal, le facteur de production énergétique est majeur pour augmenter la productivité des entreprises. Si elles dépensent moins pour produire, elles vont dégager davantage de marge, de bénéfices, et donc il y aura besoin de moins d'économiser puisqu'il y aura des rentrées de ressources publiques. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Qu'a fait François Hollande en 2 ans de présidence? C'est ironique comme question. Ça ne me gêne absolument pas. Qu'a-t-il réalisé, franchement? Mais c'est tout le pays, c'est le pays tout entier qui a bougé, qui a réalisé, qui a évolué, qui a engagé un certain nombre de réformes. Aujourd'hui, on va là débattre du pacte de Vous trouvez que depuis 2 ans, vous ne m'entendrez pas. Non, mais écoutez, c'est facile. Non, mais c'est pas facile. Vous ne m'entendrez pas, Monsieur Bourdin. Moi, ce qui m'intéresse, vous ne m'entendrez pas critiquer ni le président de la République, ni le Premier ministre. Nous sommes à la tâche. Beaucoup de choses ont été faites. On oublie ces 2 années-là. Non, il y a eu des Est-ce que vous regrettez les mesures qui sont prises, pardon, je complète, les mesures qui sont prises aujourd'hui par le Premier ministre, par le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, est-ce qu'elles auraient dû être prises il y a 2 ans? Mais tout le monde sait, et je l'ai déjà dit, et le président l'a dit lui-même, le Premier ministre également, que les choses ne sont pas allées assez rapidement pour relancer notamment l'activité économique. Et deuxièmement, qu'il y a eu un frein au développement de l'activité parce qu'il y a eu trop d'impôts. Voilà. Oui. Et en même temps... C'est le président de la République qui a décidé.
attendez, en même temps, il y a eu des choses, des modifications structurelles qui sont peut-être moins visibles, mais qui vont nous permettre aujourd'hui de rebondir. Il y a une réforme. C'est la hausse du chômage, c'est l'augmentation des impôts. Ça, ce sont les résultats. Franchement, oui, mais ça, c'est visible. Mais en même temps, il y a une réforme, du marché du travail qui a permis de renouer le lien entre les partenaires sociaux. Il y a eu une dynamique de politique étrangère qui est absolument remarquable, c'est-à-dire que la France sur la scène internationale, et ça c'est très important pour relancer notre avenir, la France est respectée sur la scène internationale, elle tient son rang, donc ça c'est aussi très important. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. Et ce qui va se passer demain. Voilà. Et nous avons donc un gouvernement au travail, au combat, qui doit, et le président nous l'a demandé, obtenir des résultats rapidement. Bien, Ségolène Royal, 40 points d'écart dans les sondages entre François Hollande et Manuel Valls. Est-ce tenable ? Franchement, est-ce que François Hollande aujourd'hui est un problème pour la gauche ? Alors, comment vous pouvez dire une... Mais je dis pas, c'est pas moi qui le dis. Vous l'entendez vous-même. Oui, mais ça fait partie du jeu politique. Ça. Ma responsabilité politique, comme celle de chaque membre de ce gouvernement, c'est d'être animé par la morale de l'action. Moi, je suis là pour agir et pas pour faire de la politique politicienne. Et d'ailleurs, la question de l'adhésion populaire révélée dans les sondages doit se juger sur la durée d'un quinquennat. C'est toujours difficile, de toute façon, les élections intermédiaires. Ce qui est très important, c'est quoi ? C'est que l'exécutif est admis en toute franchise, en toute transparence, que des erreurs avaient été faites, et notamment, on vient d'en parler, la hausse de la fiscalité, et donc qui a posé un problème de confiance avec les acteurs économiques de notre pays. Que deuxièmement, aujourd'hui, on s'engage sur une baisse des charges sociales pour que le coût du travail ne soit pas un frein à l'embauche et au développement des PME, et que dans le secteur dont j'ai la charge, que l'on puisse déployer sur l'ensemble du territoire les PME, les innovations, les mutations, la créativité, que la France devienne un pays d'entrepreneurs où les hommes et les femmes ont envie d'entreprendre et se disent on peut réussir notre vie, on peut bien gagner notre vie, on peut progresser, on peut faire des bénéfices pour peu que ce soit la récompense du travail, que les gains assis soient justement répartis et que ce soit la récompense du travail et du talent. On a envie de vous croire. Julien Drey disait hier, je suis favorable à la tenue d'une primaire en vue de la présidentielle de 2017, que François Hollande soit candidat ou pas. Vous aussi ? Je considère honnêtement que ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, moi j'entends beaucoup de gens qui disent attendez, les politiques, arrêtez de vous occuper de vous, et tout ce qui est débat interne, occupez-vous de nous, et tout ce qui est débat interne, procédure, et pire présidentielle dans 3 ans, c'est long, on peut faire plein de choses en 3 ans. Ben, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Dernière question, la région Poitou-Charentes, vous confirmez, vous allez quitter la présidence ? Ben oui, je suis obligé de transmettre. Je sens une immense déception. Je sens une immense déception. Vous voyez, la politique, on n'est pas des robots. Vous êtes contre le cumul des mandats, Ségolène Royal. Mais quand même, vous savez, il n'y a pas que comment dire, les règles déshumanisées. Il y a aussi beaucoup d'humanité dans l'exercice d'un mandat. Mais je reste conseillère régionale, donc je veille à la bonne évolution des choses pour ma belle région Poitou-Charentes. Merci Ségolène Royal. 8h57. Merci.